Disney Live, stop ou encore? On en parle aujourd'hui dans Fan Zone Live. Stop! Nous dit Benoît. Benoît, tu es fou, mais tu nous as rejoints et ça c'est bien. Merci à tous d'être avec nous. Nous sommes avec l'équipe d'Allociné dans Fan Zone Live pour vous parler de Disney puis de plein d'autres choses. On parlera notamment de Transformers, on parlera de Spider-Man, de la Justice League. Je me suis encore gouré de caméra, je ne sais plus où je dois regarder. On va me faire signe de où je dois regarder. C'est celle-là, voilà, bonjour. Et donc nous sommes avec Shaima, surnommée Shaima like a Diamond. Parce qu'elle aime beaucoup Rihanna, avec notre Wolverine à nous, Thomas Humbert, et puis avec Léa, qui est un charmant croisement entre Lady Gaga et La La Land. Absolument. C'est pas mal, hein, et je trouve que ça fonctionne bien, ce crossover improbable, ça fonctionne bien. Alors, donc voilà, on a dit qu'on parlait de Disney, la Belle et la Bête cartonne dans les salles, hein. On en est au dernier comptage à 700 millions de dollars dans le monde en à peine 10 jours, déjà plus d'1 million d'entrées en France, on n'a pas encore les chiffres de la première semaine, mais dimanche soir, le film avait déjà fait 1 million d'entrées. Donc gros carton attendu, mais là ça dépasse même encore les espérances. Donc et plein d'autres films Disney sont dans les cartons. Il y aura Dumbo Live, Aladdin Live, Mulan Live, et donc on se pose la question, faut-il continuer dans cette veine? Et donc on est là pour en parler. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est à quoi ça sert de faire un Disney en live selon vous, au-delà de faire des entrées et faire de l'argent? Je pense que c'est un bon moyen de moderniser l'approche qu'on peut avoir de certains contes. Là, je pense évidemment à La Belle et la Bête, parce que le film apporte, notamment par rapport au dessin animé, c'est une modernisation du conte. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc, ça peut être une des possibilités d'une adaptation. Je te passe mon micro. Je la refais. Donc, utilité principale, selon moi, c'est la modernisation du conte. Et c'est le cas avec La Belle et la Bête, qui, pour moi, apporte vraiment une touche de modernité par rapport au dessin animé. Alors moi, de mon point de vue, c'est en fait il y a énormément de bonnes choses dans ces films-là, de qualité, et notamment dans La Belle et la Bête, où en fait vraiment moi ce serait musicalement et visuellement, parce que c'est des films visuellement, enfin on pense pas pouvoir faire ça en prise de vue réelle, parce que c'est des films qui sont faits pour l'animation, et là du coup ça oblige à repousser les limites, à relever de nouveaux défis. Et musicalement, pour moi c'est la grande qualité de La Belle et la Bête, c'est que Alan Menken revient à la baguette et il se fait plaisir, quoi. C'est son œuvre, c'est limite l'œuvre d'une vie, et du coup voilà, ça devient quelque chose d'encore plus grand que le Disney original. Moi j'ai juste un petit problème avec ces films-là, une petite crainte en fait, pas sur le projet, qui en fait moi plus il y a de Disney au cinéma mieux je me porte, hein, vous le savez, mais c'est surtout sur la réception, sur l'ampleur que ça prend, parce que comme tu disais, en quelques jours il a dépassé carrément La Belle et la Bête originale. Et La Belle et la Bête originale, elle a fait 400 millions dans sa carrière, c'est-à-dire que simplement pour les États-Unis, le film a quasiment déjà dépassé ça. C'est assez dingue. Et en quelques jours. Et en fait, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on est en train de prendre, à mon sens, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'animation, et qu'on lui vole son statut de film d'animation. C'est un problème pour moi. Moi, je suis contre les adaptations live. Ça dépend lesquelles aussi, hein. Là, j'ai envie de te dire, ça va, parce que c'est un film qu'on peut adapter sur grand écran, comme tu disais. Après, il y a d'autres projets en développement, comme Dumbo. Non. Après, j'ai pas encore vu La Belle et la Bête, mais sur le principe, quand c'est l'adaptation pour une adaptation et que c'est les mots près, au script près. C'est une remarque de Tom, alors pas toi, mais un autre, Tom Bu, qu'on salue, qui nous dit le dernier, c'est un CTRL-C, CTRL-V. C'est hallucinant de bêtises, on joue sur la nostalgie, on en ressortira un autre dans 20 ans. Le seul intéressant, c'est Maléfique, car original. Alors, je suis d'accord sur le CTRL-C, CTRL-V, c'est pas hallucinant de bêtises, mais en fait, c'est ça, c'est que c'est des films d'animation, et ils sont faits pour marcher en animation. Donc, il y a des séquences, effectivement, qu'on a vraiment du mal à retrouver en live. Et voilà, c'est vraiment, je trouve... En fait, Disney a toujours privilégié l'animation, c'est leur atout créatif, c'est par là qu'ils inventent tout, et même Disney, je parle de Disney, mais même le cinéma, je trouve, on a fait des avancées extraordinaires grâce à l'animation, et donc on aura toujours intérêt à garder l'animation au premier, disons que en première ligne. Et j'espère que Disney continuera de le faire. C'est tous leurs projets créatifs, en fait, c'est des films animés, donc ça reste encore le cas. Mais ça me fait un petit peu peur qu'on se dise, en fait, finalement, ce film, c'était un film d'animation, mais ça peut être aussi un film live. Et c'est un peu contradictoire pour moi. Et les puristes pourraient vous rétorquer que La Belle et la Bête n'appartient pas à Disney.
Si, parce que quand Disney pour toi. On a un non mais expert voilà, Disney ici. là, enfin dans la version de Jean Cocteau, il y avait pas de Mrs Samovar et personne qui chantait c'est la fête. Donc là c'est un copier-coller du Disney et ça se revendique du Disney et pas d'une autre version de La Belle et la Bête. C'est vraiment évident quoi. Je pense que c'est aussi ce qui permettait, enfin, ce qui était un peu peut-être moins choquant avec le fait d'adapter La Belle et la Bête, c'est que La Belle et la Bête, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir en live, en fait. Il y a eu la version de Cocteau, et puis plus récemment, il y a eu la version de Christophe Gans qui a, je pense, préparé aussi les gens de nouveau à voir une version live de La Belle et la Bête. Et donc, je pense que ça a choqué beaucoup moins de gens quand on a parlé d'adapter La Belle et la Bête que quand on a parlé d'adapter le livre de la jungle, qui était pourtant plutôt réussi. Mais moi, je pense qu'il y a quand même un énorme progrès entre l'un et l'autre. C'est l'incarnation en fait des objets et des animaux. Je trouve que dans La Belle et la Bête, on a vraiment passé un palier. Et ça, c'est aussi, je pense, un argument pour adapter ce genre de conte en live. C'est la prouesse technique. Ça, je suis totalement d'accord. Et je pense que c'est le seul avantage que je trouve à ça, en fait. Et je pense que c'est aussi peut-être l'argument que Disney met probablement le plus en avant pour justifier ça, en fait. Et vraiment, encore une fois, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on fasse un va-et-vient entre les médiums, en fait. Et moi, j'ai interviewé pas mal d'animateurs Disney. Je leur ai souvent posé la question, mais à l'époque, c'était pour les films d'animation. Pourquoi vous faites plus de films en animation traditionnelle dessinés à la main ? Pourquoi vous faites plus que du CGI ? Et en fait, j'ai arrêté de poser la question parce que la réponse était toujours la même. C'est l'histoire qui dicte les médiums, qui dicte la façon dont on va faire un film. Et là, il se trouve que tous nos projets s'adaptent au CGI. C'est en train d'évoluer un petit peu parce qu'on est en train d'apporter des nuances à ça. Mais là, on tombe sur une vraie contradiction parce que ce film était prévu à la base pour être animé en animation traditionnelle et on nous raconte exactement la même histoire en live. Donc c'est bien que... Et en même temps, on nous la raconte pas exactement de la même façon et ça apporte quand même... 95% c'est la même. Ça apporte quand même un éclairage vraiment nouveau et... Moi, c'est des nuances qui m'ont... Alors, soit qui m'ont échappé, soit que j'ai... Enfin ouais, pour moi, à 95%, c'est quand même le même film, quoi. À part les 2 nouvelles chansons, et c'est là que je reviens sur l'œuvre de Alan Menken qui compose 2 ou 3 nouvelles chansons. Je les écoute en boucle, ça fait 3 semaines. Pareil, j'arrête pas. Après, il y avait une remarque. On est désolé, on va faire des switches de micro comme ça, c'est pas forcément très pratique, mais on va faire au mieux. Il y avait une remarque de quelqu'un qui disait en même temps, moi, ça me fait plaisir d'aller en salle et de retrouver une part de mon enfance. Parce que sachant que La Belle et la Bête de 91 ne ressort pas en salle. Il était ressorti il y a quelques années pour un anniversaire. Mais c'est aussi une manière de revisiter une histoire qu'on nous a racontée. Sauf que c'est en train de prendre la place de l'histoire qu'on aimait. Enfin, pour moi, ça sera jamais le cas, mais j'imagine les enfants qui vont voir le film aujourd'hui. C'est peut-être pas le cas, je me trompe peut-être, mais vu les chiffres qu'il fait, vu le succès que ça a, en fait, c'est pas l'entreprise qui me gêne, c'est l'ampleur que ça prend. Et on est en train de faire croire aux gens, ou aux gens qui viendront, que La Belle et la Bête, c'est ça. Et non, c'est pas ça, La Belle et la Bête. Moi, je sais pas, je pense que l'animé va quand même garder sa place. C'est l'un des plus grands classiques. Ouais. Les enfants... L'histoire nous le dira. C'est ça. C'est une des questions aussi qu'on se pose qui rejoint un petit peu ce que disait Thomas tout à l'heure. Pourquoi certains films, je pense à La Reine des Neiges, qui repose sur des humains, pas sur des animaux, il n'y a pas de, à part les pouvoirs, il n'y a pas vraiment de CGI, à part Olaf peut-être. Pourquoi ne pas le faire directement en live ? Est-ce qu'on sait ça ? Quel est le choix qui oriente le fait de dire on va refaire des anciens films en live, mais par contre les nouveaux on les fait de manière animée ? Bah, je pense qu'ils ont quand même, y a quand même une séparation bien nette et ça c'est vraiment heureux entre les projets live et les projets animés. Et comme je disais tout à l'heure, c'est encore le cas. On a tous les projets inédits qui sont ni des suites, ni des préquels, ni appartenant à des franchises genre Marvel ou Star Wars, sont des films d'animation et ça reste encore le cas et ça prouve bien que c'est vraiment le moteur des studios Disney et j'espère que ça va continuer à l'être. Si on regarde leur line-up de cette année, le seul film original c'est Coco, c'est le nouveau Pixar. L'année dernière c'était la même chose. Moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri dans 2 ans d'une annonce. Il y aura bientôt un La Reine des Neiges en live. Ah oui, ça c'est sûr. Mais il fallait en passer par l'animé d'abord, je pense. Oui, bien sûr. Sachant qu'après, on en parlait avec Thomas l'autre jour, où j'essayais de calmer ses inquiétudes de fans de Disney, parce qu'il faut savoir que voilà, je suis très inquiet, de la même manière que Anakin Skywalker a été créé par la Force, Thomas a été créé par Disney. En fait. Il a été biberonné à la naissance par Disney. Non, mais en fait, je te parlais de ma fille, et en fait, qui ne se projette pas du tout dans Emma Watson. C'est-à-dire que quand je lui dis c'est Belle, elle me fait non, Belle, c'est l'autre, c'est celle qui est animée. Et en fait, un enfant n'arrivera jamais à se projeter, je pense, dans un personnage réel. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue de cette semaine. Voilà, donc rassure-toi. Et on en revient, je parlais tout à l'heure de Maléfique, il y avait pas mal de réactions là-dessus, de raconter
un ancien film Disney animé en live, mais par un biais différent. Est-ce que c'est pas ça finalement la solution pour éviter le copier-coller que dénonce Thomas? Non, mais parce que en fait, moi, je préfère que ce soit copier-coller parce que du coup, je veux un peu le beurre et l'argent du beurre. Il a pas aimé Maléfique, je crois. Non, je préfère ça à Maléfique, effectivement, parce que Maléfique, ça, c'est encore, voilà, ça se réclame d'un conte et je vais pas dire que ça le trahit, mais pour moi, ça respecte pas le conte dont il se réclame en fait. Oui, j'ai encore plus un problème avec Maléfique. C'est un angle différent, comme tu disais, c'est vraiment centré sur elle. Moi, j'ai adoré. Puis Angelina Jolie, je pense que c'est vraiment deux problématiques différentes. Aborder un conte par un biais détourné, c'est une chose, et refaire un conte, c'en est une autre. Et c'est pas pour autant que c'est moins bien ou mieux. Il y a une autre raison qui fait que Disney enchaîne les adaptations live, c'est que beaucoup des histoires qui ont été racontées dans les dessins animés tombent dans le domaine public. Et Disney veut rester numéro 1. Et il y a beaucoup de studios, d'ailleurs il y a des exemples assez récents qui, de leur côté, décident d'adapter. Par exemple, il y a Warner qui adapte le livre de la jungle. C'est Andy Serkis à la réalisation qui va sortir, je crois, en fin d'année. Et Disney veut rester en fait le studio qui possède ces contes et dont les adaptations restent dans l'imaginaire collectif en fait. Ça c'est un excellent argument. Ça vraiment je peux l'entendre. Mais encore une fois, c'est pas les projets ne me dérangent pas du tout. Et je suis très content de voir La Belle et la Bête live, mais c'est l'ampleur du truc. C'est que quand je vois les chiffres, c'est ça qui me fait un peu peur en fait. Est-ce que Disney va pas être un peu piégé par le Star System? Parce que quand on regarde un petit peu le box-office, pour l'instant, il y a eu 5 ou 6 adaptations live. Celle qui a le moins marché était Cendrillon. Donc ça a quand même marché, parce que Disney n'est pas là pour perdre de l'argent. Mais Cendrillon qui était portée par Lily Collins. Lily James, voilà, qui n'était pas non plus super connue. Et par contre, dès qu'ils mettent un Johnny Depp dans Alice au Pays des Merveilles, une Emma Watson dans La Belle et la Bête, ça surcartonne. Donc ça va les obliger à chaque fois, ou Angelina Jolie dans Maléfique, ça va les obliger à chaque fois à avoir une star en fait. Ce qui va un peu contre le principe d'un Disney. Où les personnages sont les stars. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Et comment vous voyez ce piège qui est en train de se refermer un peu? C'est d'autant plus vrai dans le livre de la jungle ou La Belle et la Bête, même si on les voit pas physiquement. Quand tu regardes le casting vocal, il y a Ian McKellen, Ewan McGregor, Emma Thompson, Emma Watson, Dan Stevens, et dans le livre de la jungle, alors là c'est que des stars. Ouais. Donc je pense qu'ils vont continuer dans cette lignée, parce que si on regarde les deux plus grands succès en live, c'est La Belle et la Bête, ça se profile, et le livre de la jungle. Je pense que je pense que la recette est en train d'un petit peu de s'écrire là. Après, si c'est un casting vocal, moi ça me dérange pas. Et en rôle principal, Emma Watson, j'ai envie de te dire, tant qu'elle sait chanter. Et... Moi, ce qui m'a gêné le plus, c'est de savoir si elle savait chanter, parce que c'est aussi un film d'anime. En plus d'être un film Disney, c'est aussi un film musical. Après, je sais pas, elle chante bien? Moi, ça m'a pas gêné. Elle chante très bien. Les voix sont très remasterisées, ça s'entend beaucoup, mais moi, justement, pour revenir sur cette question des stars, dans La Belle et la Bête, Emma Watson s'efface complètement derrière le personnage de Belle. Moi, je vois vraiment pas Emma Watson et je vois vraiment le personnage de Belle. Ouais. Donc, je pense que ce sera pas forcément le cas à tous les coups, mais je pense pas que ce soit un problème du tout. Bah, si c'est des bons acteurs, de toute façon, que ce soit des stars ou pas, ils sont capables de jouer ces personnages-là. Une autre question qui va peut-être énerver Thomas, et un Pixar live. Est-ce qu'on imagine ça? Enfin, je pense que c'est possible. Hein. Après, les Disney sont beaucoup plus des films beaucoup plus vieux, même si La Belle et la Bête est éternelle. Déjà, j'ai envie de dire c'est éternel. Non, mais oui, mais en plus, voilà, c'est plus des contes, des trucs intemporels, même si effectivement c'est des Disney maintenant. Mais Pixar, c'est peut-être plus spécifique. Je sais pas, mais bon, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Et toi, je sais que tu regardes Once Upon a Time, oui, qui est pour le coup est une transposition live de tout l'univers Disney, ouais, c'est ça. Et dans certains cas ça marche, et dans d'autres ça tourne un peu au carnaval qui a mal tourné. Quoi. C'est ça. On parlait tout à l'heure de la Reine des Neiges, je crois. Moi, j'ai adoré leur apparition dans Once Upon a Time parce qu'on dépasse le film et on comprend un peu ce qui se passe à la fin du premier film. Donc ça, j'ai adoré. Par contre, on parlait aussi d'Aladin. Catastrophe, parce que justement ils n'ont pas l'ambition de mettre l'animation en live.
c'est moche en fait. Il y a des fonds verts, on voit les fonds verts. C'est pas aussi développé qu'au cinéma. Là, on se dit, on voit la limite d'une adaptation live des films Disney. Donc voilà. Alors, pour terminer sur ce débat Disney Live Stop ou encore, un petit mot sur les prochaines adaptations attendues pour avoir un petit peu ce que vous sentez. Donc, on va essayer de prendre les plus proches de nous et puis ensuite, il y a d'autres projets. On en parlait tout à l'heure, donc Dumbo. Dumbo en live réalisé par Tim Burton, si je ne m'abuse, avec un casting qui commence à être pas mal. Colin Farrell, Eva Green, qui vont jouer des humains, qui vont pas jouer des animaux, qui vont vraiment jouer des gens qui font partie du cirque. Danny DeVito aussi, je crois, qui va jouer le patron du cirque. Et voilà. Est-ce qu'on a envie de voir Dumbo en live avec un Dumbo a priori en image de synthèse, j'imagine? Moi, j'ai envie de dire autant que La Belle et la Bête. Hein. C'est ça, arrêtez tout, s'il vous plaît. Donc Dumbo, d'accord. Moi, je suis toujours super curieux, en fait. Même si, pour toutes les raisons que j'ai exposées. Moi, j'ai un peu peur de l'association Dumbo-Tim Burton. C'est ce que j'allais dire. Ouais. J'avoue Qu'est-ce qu'il fait là je crains un peu la grosse plantade, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Ouais. Moi, c'est toujours un peu, je les analyse, comment est-ce qu'ils vont nous présenter le truc, que ce sera quoi la première bande-annonce, sur sous quel angle on va nous présenter ce machin. En fait, c'est beaucoup de curiosité. Donc, en fait, je dis qu'il faut arrêter, mais je suis très content de les voir, ces trucs-là. Et on imagine déjà que voilà, quand il va y avoir la première photo de Dumbo, avec tout le monde sur Twitter, avec des hashtags « Non, what the fuck », etc. Je me rapproche de toi. Déjà parce que tu m'as séduit, mais non, mais surtout pour cette question de micro, parce que sinon c'est chiant de se passer le micro. Donc je me rapproche comme ça. Voilà. Bonjour, ça va ? Très très bien. Très bien. Voilà, comme ça, je ferai des switches. Autre projet qui est attendu, qui est pas mal avancé, c'est Mulan. Mulan Live. Alors sachant qu'il y a déjà eu une adaptation live, puisque ça n'appartient pas à Disney, là pour le coup c'est l'histoire chinoise, donc qui avait été fait en Chine, et là Disney va transposer ça. Vous en attendez quoi d'un Mulan Live? Bonne idée déjà ou pas sur le papier? Ouais, je pense que c'est le premier à sortir d'ailleurs. Hein. C'est le seul qui est daté. Mais moi j'imagine bien un film de guerre pour le coup. Bon, parce qu'ils ont dit qu'il n'y aurait pas de chanson. Donc là, ils peuvent vraiment partir sur quelque chose. C'est dommage parce que Comme un homme, c'était une pure chanson. Mais ouais, ça c'est vrai. Attaquons l'exercice. Pardon. Ah non, mais je la connais par cœur aussi. Patrick Fiori, quoi. Non, mais surtout, je me repenche comme ça sur Mulan, il faut quand même arriver à faire Mouchou. Ah oui, j'avoue. Je l'avais oublié. Super dur de faire Mouchou en image de synthèse. Ouais. Mais ils ont fait la Bête. C'était le personnage le plus incroyable de l'histoire de Disney, la Bête. Donc s'ils ont réussi à faire ça, Mouchou, je pense que c'est une formalité. C'est un petit lézard. Non, mais c'est vrai que Mulan, pour le coup, ça fait partie vraiment des films pour lesquels on est moins flippé, je pense, parce que déjà c'est des personnages humains et puis il y a un vrai. Il y a une vraie histoire, il y a un vrai film de guerre derrière ça, et donc forcément on se dit que finalement ça peut peut-être même... j'adore le dessin animé Mulan, mais je me dis que ça peut vraiment donner quelque chose de très intéressant. Je pense aussi, en live. On dépasse l'adaptation. Jusque-là aussi, ils se sont attaqués que à des monuments, quoi. La Belle au bois dormant, Cendrillon, La Belle et la Bête et le Livre de la jungle, c'est des légendes de la filmographie Disney. Mulan, j'adore. Et c'est un de mes films des années 90 préférés, tout ça, mais c'est moins culte, je pense. C'est beaucoup moins culte, c'est vrai. En tout cas de réinventer, de s'amuser avec. Ouais. Même si au-delà de Mouchou, il faudra aussi arriver à faire Shan Yu, et il était quand même bien flippant ce méchant. Il était bien énorme. Un acteur bien balèze. Il y a aussi le Roi Lion qui est prévu, donc par Jon Favreau qui avait fait le Livre de la jungle et qui prochain film s'attaque au Roi Lion avec Donald Glover dans le rôle de Simba. Donc Donald Glover qui jouait dans la série Community, Atlanta et qui sera dans le prochain spin-off sur Han Solo. Le Roi Lion en live, bonne idée ou pas bonne idée, sachant qu'il y a déjà eu la comédie musicale? On avait, à l'époque, on avait fait un dossier quand ils avaient sorti le Livre de la jungle, je crois. C'était 5 adaptations de classiques Disney que Disney ne pourra jamais faire. Et il y avait le Roi Lion dedans. Et voilà. Visiblement, on s'est trompé. Et en même temps, la comédie musicale est sublime. Et ça fonctionne, donc après c'est complètement différent. Ça n'a absolument rien à voir, mais c'est vrai que déjà c'est un des Disney qui a les chansons les plus magnifiques. Donc c'est vrai que si le casting est bon, que les chansons sont les mêmes et que bon, pourquoi pas. Évidemment, moi c'est mon Disney préféré, donc j'ai pas du tout envie d'une adaptation live, mais bon, il faut quand même leur laisser leur chance. Je fais confiance à Jon Favreau. J'avais adoré le Livre de la jungle. Visuellement, pour moi, il est bluffant. C'est ça, c'est que visuellement, on peut être sûr et certain que ce sera. Ça sera magnifique. C'est déjà ça. Et puis dernier projet casse-gueule qui est le plus proche dans les tuyaux, c'est Aladdin. Avec là l'énorme défi de devoir faire le génie. Surtout que c'est centré sur le génie, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, il y avait 2 projets. Il y avait le projet Aladdin et il y avait le projet Geniuses, qui était comment le génie a fini dans la lampe.
Alors je sais pas lequel ils vont adapter, peut-être qu'ils vont d'ailleurs faire les deux. Mais voilà, de transposer le génie en live, compliqué. Tout sans Robin Williams. Ouais. C'est clair. On a encore Richard Darbois, heureusement. Moi, il y a un dernier Aladdin, je suis pas trop pour, mais bon, pourquoi pas. Non, il y a une dernière adaptation que moi j'attendrais vraiment au taquet en live, c'est Pinocchio. Parce que je pense que là, il y a un vrai truc à faire. Il y a un énorme potentiel émotionnel et je pense que c'est quelque chose qui pourrait apporter à la fois visuellement et vraiment un nouvel éclairage sur l'histoire. Et je serais très, très, très curieuse de voir Pinocchio. Je suis assez d'accord. Hein. Et à une période, ils en parlaient, je crois, je crois que c'était Tim Burton même qui était attaché au projet. Depuis, il a est-ce repris qu'on peut nous laisser tranquille un peu avec Tim Burton? Et c'était Robert Downey Jr. qui devait jouer Geppetto. Ah, il me semble. Pourquoi pas. Intéressant. Ouais. Et d'aucuns diraient que Pinocchio est déjà en cours avec la campagne présidentielle, mais je ne ferai pas de vanne là-dessus. Voilà pour Disney Live. On ne parle pas du tout politique sur Allociné. Donc voilà, c'était juste une vanne. Voilà, ne vous énervez pas contre moi. Donc vous avez en tout cas été nombreux à réagir. Il y a eu pas mal de pour, pas mal de contre, pas mal de gens qui sont heureux de revisiter les mêmes histoires, pas mal de gens qui dénoncent le marketing de Disney, parce qu'on le rappelle quand même, il faut quand même faire des entrées avec tout ça. Et en tout cas, La Belle et la Bête est parti pour être l'un des plus gros succès de l'année, voire un des plus gros succès all-time. Puisque le livre de la jungle qui avait rapporté 900 millions dans le monde, il est déjà talonné puisqu'on parlait de 700 millions en à peine 10 jours. Ouais, donc ça pourrait peut-être même être le Disney le plus rentable de tous les temps. Et ça t'énerverait bien, ça, Thomas? Bah non, c'est l'histoire qui est faite comme ça. Hein, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais ça va. Il s'est passé plein d'autres trucs cette semaine dans la fan zone, et notamment des bandes annonces événements qui sont tombés. Donc on va débriefer ça très rapidement, avoir un petit peu votre avis sur la question. Le premier, c'est Justice League, voilà, qui a été dévoilé ce week-end, la nouvelle bande annonce de la Justice League, après une bande annonce qui était plutôt là, on va dire, pour poser les personnages. Là, en tout cas, il y a eu plus d'action, plus d'effets visuels, plus de vannes aussi de la part de Monsieur Aquaman qui est dans l'écran juste derrière vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette bande-annonce? Est-ce que ça vous a convaincu sur le futur Avengers de DC Comics? Pas du tout convaincu. C'est vrai que moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que visuellement, déjà, c'est Zack Snyder, donc c'est quand même pas très subtil. Je suis contente de retrouver Jason Momoa dans le rôle d'Aquaman, parce que bon, sympathique, mais bon, déjà en termes de vannes, c'est quand même un peu toujours la même chose. Derrière Avengers, enfin tout le monde s'engouffre dans la brèche des Avengers. Finalement, ça apporte pas grand-chose et moi, ça me fait, enfin vraiment visuellement, ça me fait très peur. Moi, j'ai eu l'impression que ça allait devenir 2 heures de la scène finale de Batman v Superman qui était déjà très fatigante. Alors, je sais pas ce que ça va donner, hein, mais ça a l'air d'être ça. Et c'est un truc qu'on disait la dernière fois, mais c'est un peu encore une fois la preuve que il faut prendre son temps pour créer un univers connecté, et là, en 3 films, ça, c'est pas possible. Moi, je m'attache pas aux personnages que je connais pas, et autant je m'attachais à Iron Man quand je le voyais dans Avengers parce qu'il y avait un background, et de le voir se battre avec Hulk, on les avait vus dans 2 films différents, donc c'est super. Selon toi, DC a pris un peu le truc à l'envers, là où voilà, Marvel a posé ses personnages avant de dire on les rassemble au bout du chemin. Eux, ils font l'inverse, et c'est pas forcément une bonne idée. Parce qu'ils n'ont pas eu le choix, parce qu'ils ont eu l'idée après, et que voilà, maintenant il y avait plus le temps de le faire, mais ils font comme ils peuvent, hein. D'ailleurs c'est un pari incroyable à réaliser, enfin, c'est dingue ce qu'ils essayent de faire, et c'est peut-être pour ça que c'est un peu casse-gueule, quoi. Moi, depuis Suicide Squad, je me méfie un peu des bandes annonces. J'avais adoré celle de Suicide Squad et j'ai détesté le film. Donc là, C'était une réaction de Frédéric qu'on salue, a eu la même réaction en disant voilà, si c'est pas à la hauteur comme Suicide Squad, donc voilà, vous partagez le même avis. C'est ça, c'est que je me fais pas, j'ai pas d'attente particulière. Je verrai ce que ça va donner. Par contre, on sent quand même qu'ils ont retenu les leçons de Batman v Superman que tout le monde avait un peu condamné en étant comme trop sombre, trop sérieux, trop prise de tête. Il y a beaucoup, après peut-être trop, mais beaucoup de vannes, et on sent que le ton s'est un petit peu éclairci. Moi, je pensais pas ça du tout. Justement, pour moi, Batman v Superman, c'était pas assez sombre, c'était pas assez DC, quoi. Et là, bon, après, je connais mal DC, donc si ça se trouve, c'est pas que ça. Mais moi, Batman, c'est un truc sombre. Je garde comme exemple les films de Nolan, quoi. Pour moi, c'est le maître étalon, et si on peut continuer à faire ça, ça me va très bien. Là, on prend un autre chemin. Bon. Et en tout cas, et c'est pour ça qu'on l'a mis en petit visuel derrière plutôt que Batman ou Cyborg ou Flash ou Wonder Woman. C'est celui qui ressort, en tout cas, selon moi, c'était vraiment Aquaman, et ça te fait plaisir. Ouais, ça me fait plaisir. moi, je suis Team Flash, hein, personnellement. Il est moins drôle dans la bande-annonce quand même. Je l'adore, ce mec.
Non mais oui, le gars, oui, peut-être. L'acteur. mais en tout cas, dans cette bande-annonce, on retient, Oui, on le voit pas assez. la carrure et un peu les espèces de vannes un peu bourrues de Aquaman, qui va être un peu le Thor de DC Comics, j'ai l'impression, un peu en décalage et un peu chevaleresque. Et il boit des bières aussi. Et il boit des bières, voilà, exactement. Deuxième bande-annonce qui est tombée, et j'en profite pour remercier Fadi pour son petit message. Il nous dit continuez vos lives, c'est au top. Eh ben merci Fadi et merci d'être là. Et merci pour ton commentaire. C'était Spider-Man. Oula, c'était quoi cette voix? C'était Spider-Man Homecoming. Donc, qui est tombé hier. Voilà la nouvelle bande-annonce de Spider-Man. On en avait déjà une qui dévoilait quelques trucs, mais là, ça dévoile un peu plus l'histoire, l'ambiance et l'univers. Difficile de réinventer Spider-Man après déjà deux sagas un petit peu bancales. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, il y a un truc qui me pose vraiment question, c'est l'âge de Tom Holland, quoi. On a l'impression qu'on est face à un Spider-Man qui a 14 ans et pour moi, Spider-Man, c'est quand même... Peter Parker, c'est quand même un homme, quoi. C'est un jeune homme, c'est quand même un homme. Et là, j'ai vraiment l'impression d'être face à un ado. Après, je pense que ça prend son sens parce que ça, c'est super nouvelle, le retour de Robert Downey Jr. dans le rôle d'Iron Man. Donc ça, je trouve ça hyper chouette. Et j'attends de voir ce que ça peut donner. Enfin, il y a un côté passage de témoin. Donc là, évidemment, on se dit, bon, c'est normal, on nous propose un Peter Parker plus jeune. Mais quand même, moi, ça me pose un petit problème et j'ai peur que le personnage perde de son charisme. Après, j'ai l'impression que l'humour est toujours au rendez-vous. C'est quand même un gros point fort de Spider-Man. J'ai l'impression que les séquences d'action vont promettre quand même pas mal de choses sympas. Et puis il y a Michael Keaton, donc ça c'est cool aussi. Et moi, je suis à l'inverse. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire depuis le début. Un Spider-Man au lycée, ado, peut-être un peu plus vieux que ça, mais en fait, c'est ce qui se passait au tout début du premier film de Sam Raimi. Et j'adore la trilogie, mais le début du premier film, je le trouve génial parce qu'ils se battent dans les couloirs de l'école. Le mec, il met une raclée à une brute parce que. Ouais, mais Tobey Maguire a quand même moins l'air d'un bébé, quoi. Non, ça c'est vrai, mais en tout cas là, on a l'impression de se retrouver presque face à un film d'animation en prise de vue réelle pour le coup, et c'est un teen movie parce que Spider-Man n'a jamais été jusque là. Je trouve que c'est une très bonne idée de faire ça. Moi, je suis team Tom Holland. Au contraire, je trouve que Tobey Maguire était beaucoup trop vieux pour le rôle. Pour le coup, avoir rajeuni le personnage, avoir trouvé un acteur qui a vraiment l'âge de son personnage, je trouve ça top. Et la relation avec Iron Man, ça va être cool. Mentor, élève un peu décalé, un peu foutraque, elle a l'air plutôt rigolote. Et David, oui, on te salue, mais non, c'était pas toi, c'était Rogers qu'on salue, qui est à la pointe de l'info, qui nous dit, on nous annonce déjà un départ du Marvel Cinematic Universe. C'est vrai que c'est une rumeur qui traîne depuis ce matin, parce que la présidente de Sony, qui en gros a prêté Spider-Man à Marvel pour quelques films, est en train de dire peut-être qu'au final, on va quand même le récupérer. De mon point de vue, ça serait une connerie, puisque c'est quand même eux qui ont réussi à installer un Spider-Man pas trop torturé et plutôt sympathique, notamment pour un jeune public. Donc ça, on verra bien. Et l'autre rumeur qui circule depuis ce matin, c'est que Gwyneth Paltrow pourrait faire un petit caméo dans ce film-là, puisqu'on l'avait pas revu depuis Iron Man 3. Elle était absente de pas mal de films. Et peut-être que ça serait marrant, justement dans une scène post-générique, de la croiser et de faire ses retrouvailles avec Iron Man, puisqu'ils avaient rompu, je vous rappelle, dans Avengers numéro 2. Au taquin, j'ai bossé mes relations familiales. Dernière info qui est tombée cette semaine dans la fanzone, c'était les premières photos officielles de Tomb Raider et d'Alicia Vikander dans Tomb Raider. Voilà cette magnifique photo. Qu'en pensez-vous, d'Alicia Vikander qui donc remplace Angelina Jolie? Donc c'est une autre incarnation. C'est un peu comme Spider-Man. Voilà, c'est une autre façon d'aborder le personnage. Et je sais que toi tu es team Jason Momoa et tu es team Alicia Vikander. Ah oui, complètement. C'est la femme de ma vie. Non, elle est géniale. Franchement, moi j'ai envie de voir le film tout de suite. Elle est magnifique. En même temps, elle dégage un vrai truc aventurier. Et puis non. Enfin, on sent que ça va être un personnage peut-être un peu plus brut, un peu moins plastifié. Et du coup, moi, ça m'intéresse. En fait, elle est exactement à l'image de la. Pardon, je t'ai coupé la parole. Non. J'allais dire, c'est Angelina Jolie, elle est plastifiée. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté très proche de l'image qu'on a du jeu vidéo, en fait, avec des formes, avec vraiment, le côté, un peu poupée Barbie. Et là, on est plus dans quelque chose dans une
personne un peu plus réelle. Plus réel. Mais justement, la Lara Croft du jeu vidéo récemment, depuis 2 jeux, est plus du tout la même. Je crois que c'est un préquel. Et je trouve que ça fait vraiment sens de prendre cette actrice pour l'incarner parce que c'est la nouvelle Lara Croft en fait. Et elle l'incarne bien mieux qu'Angelina Jolie qui pour le coup était très adaptée à l'ancienne, celle qu'on connaît, celle qu'on voyait en 2D. En 3D, pardon. Et moi aussi, je l'aime bien. Je vais m'attirer les foudres des spectateurs. Alicia Vikander, je suis pas très fan du choix en fait. Je la trouve trop mignonne pour ce rôle. Je trouve pas assez charismatique pour un film d'action, mais je sais pas, à voir. Dans Ex Machina, elle était pas que mignonne. Hein. Oui, non, mais pourtant on voyait que son visage. Au contraire, il faut se méfier de Loki d'or. D'accord. Et je vous rappelle que dans la vie, Alicia Vikander est en couple avec Michael Fassbender et donc que s'ils font un bébé, ça fera le bébé d'Assassin's Creed et Lara Croft, ce qui est improbable. Ouais, j'avais oublié ça. Ouais. Et je sais pas ce que ça peut donner. Ouais, c'est comme si Mario Bros faisait un bébé avec Metroid, quoi. C'est bizarre. on verra ce que ça nous. Je leur souhaite en tout cas parce que c'est un joli couple d'Hollywood. Lucas nous pose une question sur Venom. Eh ben, vos questions, ce sera dans quelques instants. Mais d'abord, on va tous se tourner vers Shaima. Shaima, qui a passé il y a quelques jours du temps chez Michael Bay, carrément. Il a dit j'invite des fans de Transformers dans le monde et c'est tombé sur Shaima. C'est ça. Et donc tu as passé quelques jours à Los Angeles. Oui. Tu as pu faire des trucs sympas, c'est-à-dire visiter le parc Universal Studios, visiter les studios Paramount où se tournent plein de choses, poser avec des Transformers, avec Bumblebee, avec Barricade, avec Optimus, donc plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller sur le Twitter de Shaima qui a partagé plein de photos et de vidéos de son voyage. Voilà, il va s'afficher normalement dans un petit synthé et vous pourrez aller voir tout ça. Mais ce qu'on voulait surtout savoir, nous, et échanger avec nos amis qui nous regardent, c'est qu'est-ce que tu as appris là-bas de la propre bouche de Michael Bay. Alors déjà, de ce que j'ai appris, c'est que monsieur travaille beaucoup. J'aimerais pas avoir son rythme de travail, clairement. Donc là, le film est en post-production, donc il sort le 28 juin chez nous. De ce que j'ai appris, en fait, il disait pas grand-chose sur le film, vu qu'il y a beaucoup de mystères autour de l'intrigue. Mais en fait, il a enfin avoué qu'il avait détesté le 2, Transformers 2. Il a dit que c'était la plus grosse erreur qu'il ait fait. Et il nous a même avoué qu'en fait, quand il a commencé à tourner la saga, il détestait Transformers, tout simplement. Et que c'est finalement Hasbro, Spielberg, etc. qui l'ont poussé à faire les films. Et au final... il a bien fait. Qu'officie sur les films en tant que producteur exécutif. Exactement. C'est pas juste on va dire, des fois certains producteurs sont crédités simplement pour le nom. Il est vraiment impliqué dans la Totalement. saga. D'ailleurs, il nous a dit qu'il avait lu le script du dernier film et il nous a dit, il a dit à Michael Bay que c'était clairement la meilleure histoire de la saga. Je te fais confiance, Spielberg. Et sinon, donc tu as vu 24 minutes du film, c'est ça? Donc pas 24 minutes qui se suivent forcément. Une sorte de mash-up c'est des cuts, des scènes. Donc on a vu la scène d'ouverture. Donc comme on s'en doutait, ça se passera bien à l'époque médiévale, avec le roi Arthur, la table ronde, etc. On n'en sait pas plus, ils n'ont pas voulu nous en dire plus, mais je pense que ça sera l'histoire la plus intéressante en termes de mythologie, parce que ça va réunir vraiment tous les 5 films, enfin tous les 4 films plus celui-ci du coup. Oui, t'as une question? Je me demandais juste s'ils étaient en train d'ouvrir quelque chose de nouveau, quoi. S'ils ouvraient une sorte de nouveau cycle avec l'histoire du roi Arthur ou si c'était juste pour le temps d'un film, en fait. Je sais pas, parce que sachant que c'est le dernier film de Michael Bay, mais qu'il y aura. Il dit ça à chaque fois. Oui, il dit ça à chaque fois, mais ils ont quand même prévu après d'aller jusqu'au 7, 8 ou 9. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est vraiment une espèce d'univers étendu de Transformers qui est prévu. C'est ça. Après, pour répondre à ta question, je pense qu'au contraire, ils vont clore l'histoire. Je sais pas encore. Je sais pas. De ce qu'on a vu, c'était vraiment pas mal en termes d'action, en termes d'humour. On a surtout vu de nouveaux personnages, dont Isabella Moner, donc la petite fille qu'on voit dans les bandes annonces, qui est badass à souhait. Et il nous a dit justement que les femmes auraient un rôle plus important à jouer. On va voir. Et les Vespa aussi, puisqu'il y a Squeaks. Squeaks, donc c'est un peu nouveau. Le BB-8 de Transformers. Il est adorable. On l'a vu en vrai automatisé, fait avec une petite Vespa bleue. Il est trop mignon. Oui, le nouveau BB-8, clairement. Qui du coup a une relation, il est proche de Isabella, la fille dont je vous parlais. Donc ça nous fait un peu penser à Rey de Star Wars. Et ces 24 minutes, elles ne sont pas réservées qu'à toi. Non. Tu les as vues avant tout le monde, mais elles vont être projetées la semaine prochaine en France. C'est ça, c'est le 4 avril prochain. Donc Paramount diffusera ces 24 minutes dans 2 salles de cinéma. Donc le cinéma de Paris-la-Villette et de Vaux-en-Velin, donc Carré de Soie.
Et pour vous inscrire, c'est bientôt, mais on pourra vous pourrez gagner des places via le compte Twitter d'Allociné et via le compte Twitter de Paramount. Donc restez connectés. Voilà, plus de détails à suivre sur Allociné. Merci beaucoup. Et puis tu nous as rapporté ce magnifique buste, tête, en tout cas masque. Un casque qui change la voix, donc si vous voulez avoir la voix d'Optimus Prime. Et j'ai aussi oublié de vous dire, c'est que le film... Alors Michael Bay nous a dit que le film sera projeté donc en IMAX 3D et que c'est selon lui le seul film en véritable IMAX 3D que l'on verra cette année. Je ne sais pas si c'est vrai, mais... Et tu as la fiche IMAX. Oui. Alors, on n'a pas de fichier numérique pour ainsi dire, donc je ne sais pas si on peut zoomer sur la fiche. C'est une très très belle affiche. En avant-première mondiale, vous avez la fiche IMAX. En fait, il n'y a pas le nom du film, c'est dommage, mais on voit que clairement c'est le bouclier du roi Arthur en fait. C'est du Game of Thrones. C'est ça. Bah, en même temps, franchement, la première scène d'ouverture me fait penser à Game of Thrones. Ah, c'est vrai. Ouais, c'était vraiment extraordinaire. Voilà. Eh ben disons, t'as pas mal teasé, c'est pas mal, c'est bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter sur Allociné dès qu'on peut mettre en place ce jeu concours. Et donc il y aura des places à gagner pour découvrir ces 24 minutes en exclusivité la semaine prochaine dans certaines salles parisiennes. C'est vraiment alors il y aura deux salles en France, 2 salles IMAX. Donc le pâté Vaux-en-Velin, Vaux-en-Velin, je sais jamais comment ça se dit. Vaux-en-Velin, le pâté Carré de Soie, le pâté La Villette à Paris. Donc restez connectés, on va vous en parler très très bientôt. Il est temps de passer à vos questions, donc n'hésitez pas. Tout à l'heure, il y avait déjà une question sur Venom. Alors Venom, de mémoire, voilà, en tout cas Sony souhaite développer une sorte de spin-off. Venom était déjà apparu dans Spider-Man 3 face à Tobey Maguire. Et en fait, on ne sait pas encore si Tom Holland sera attaché au film. Et je ne sais pas si vous avez d'autres infos plus précises, mais c'est encore un projet un peu flou. Mais en tout cas, il est dans les tuyaux assez avancés. Ça fait très longtemps qu'ils en parlent, ça c'est sûr. Ils l'avaient un peu mis entre parenthèses quand ils ont changé de franchise, quand ils ont annulé la franchise avec... Tobey Maguire. Andrew Garfield. Ah oui, l'autre. Et du coup là c'est relancé, mais je trouve que c'est une super nouvelle parce que Venom c'est pas qu'un méchant de Spider-Man, il a vraiment Eddie Brock, c'est ça. Il a vraiment son histoire à lui et il y a quelque chose à raconter pour le coup. Et on espère Tom Holland, parce que normalement Venom est une sorte de double maléfique, donc ça serait peut-être assez logique d'avoir Tom Holland dans ce film. Une question de Emilio, où est Superman dans la Justice League ? Dans une boîte. Il est mort. Dans une Spoiler. Non, en tout cas, Zack Snyder a dit que Superman aurait un rôle dans le film. De mémoire, dans la bande-annonce, on aperçoit Lois Lane. Ah oui, clairement. Lois se retourne. Donc, c'est-à-dire que Superman, normalement, n'est pas loin. Et de toute façon, ils l'ont mis sur les photos promotionnelles du film. Donc, ça serait complètement débile de le vendre si le mec n'est pas dans le film. En même temps, dans la fin du film, on voit bien que sur son cercueil, il y a la terre qui monte. Donc... Ça m'a rappelé la fin de X-Men avec Brett Ratner quand t'as Magneto qui bouge un petit peu le pion de jeu d'échecs. Ah oui, ouais, c'est ça. Mortel cette fois. Une question de Pablo sur Black Panther. Le film est toujours en tournage en Corée. Et la première photo est disponible sur Allociné depuis hier. Tu peux la voir, la première photo officielle, parce que jusque-là, des choses avaient un peu traîné sur Twitter. Et on voit Black Panther accroché sur le toit d'une voiture dans une poursuite qu'on annonce comme le morceau de bravoure et comme peut-être la poursuite jamais vue chez Marvel. Donc ça, c'est en cours de tournage et ça sortira en 2018, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question ? Tac. Brian qui nous dit Venom, ça va se tourner vers un film d'horreur. Je te confirme, a priori, ça va se tourner vers un film d'horreur. Une question de Tom sur Spawn. Vous vous rappelez de Spawn ou pas ? Vous étiez trop jeune. J'ai jamais vu Spawn. Spawn, c'était vraiment pourri. Voilà, la BD est super, ultra violente de Todd McFarlane et l'adaptation cinéma était vraiment nulle. Mais en tout cas, voilà, ils envisagent aussi de faire un Spawn avec Todd McFarlane à la barre et qui a dit si jamais je préfère avoir 1 million et faire un film à moi plutôt qu'avoir 100 millions et faire un film de studio. Et donc en fait, ce sera un film violent, hardcore, classé R si jamais il arrive au bout de son projet. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, j'ai répondu en même temps à Brian et à Bastien. Et y a-t-il un projet sur V pour Vendetta ? A priori non. Avez-vous entendu parler d'un truc comme ça ? Non plus. Non, voilà. Donc voilà, on me confirme autour de moi. Captain America va-t-il encore revenir ou enfin mourir ? Il revient déjà. Non, mais il va changer de tête surtout, je pense. Enfin, c'est un peu le grade de Captain America qui va, si j'ai bien. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait Steve Rogers. Oui, si. Okay. C'est qu'en fait l'acteur, comment il s'appelle Chris Evans. Donc il va revenir en tant que Steve Rogers, mais pas forcément dans le rôle de Captain America. Donc il va donner ce rôle à quelqu'un d'autre. C'est un passage de une porte s'est ouverte, vous inquiétez pas, vous l'avez pas vu, mais une porte s'est ouverte. C'est ça, c'est un passage de témoin, on sait pas encore à qui, parce que dans les comics, il me semble que c'est le soldat de l'hiver. Ah oui, qui reprendrait le bouclier, ouais, c'est ça. Ce serait logique aussi. C'est ça. Mais en tout cas, voilà. Mais dans les comics, dans le film, on sait pas. Et on sait, il y a eu plusieurs fois des rumeurs où Chris Evans en avait un peu marre.
Mais il a dit qu'il pourrait revenir alors mais que. après, il dit qu'il peut Ouais, revenir. Donc, voilà. Ça doit dépendre Ah là du là. chèque aussi. C'est ça. Nous aussi, on en a un peu marre de Chris Evans. Mais non, c'est le En fait, meilleur. mettez Jason Momoa dans le collant de Spider-Man, derrière le Chris bouclier. Evans, du coup, prendrait Aquaman. Voilà. Et Léa sera contente, ça fait une filmographie. Non, Alexander Skarsgård ferait un excellent Captain America. Eh ben, c'est noté. Dernière question. On prend une question de Tom sur Deadpool 2. Il demande déjà une bande-annonce. Non, c'est Corentin qui demande la bande-annonce de Deadpool 2. Bah déjà, il faudrait déjà caster le film et finir de l'écrire, puisque les scénaristes sont encore en cours d'écriture. Et ça, c'est plutôt un bon signe. C'est qu'ils veulent pas forcer la date de sortie et accélérer la production du film. Ils veulent simplement prendre le temps de faire bien les choses, comme l'avait fait Deadpool 1 pour ceux qui aiment. Je sais que c'est pas ton cas. C'est pas trop mon cas non plus. Mais pour les gens qui ont aimé Deadpool 1, normalement, les choses seront bien faites. Donc la bande-annonce, ce n'est pas pour tout de suite. Je crois que j'en ai fini. Si, allez, une dernière question de Rogers. À quand une bande-annonce de Thor numéro 3 ? Eh bien, je crois que c'est James Gunn qui a tweeté que la bande-annonce de Thor numéro 3 serait la bande-annonce la plus incroyable de l'histoire de Marvel. On ne croit pas, James Gunn. Voilà. Non, On je sais croit pas pas. s'il faut croire James Gunn. Donc James Gunn, qui est le papa des Gardiens de la Galaxie, le réalisateur. Et voilà, il annonce un Thor 3 énormissime. A priori, je pense d'ici un mois, on l'a, parce que les Gardiens de la Galaxie sort très bientôt. À mon avis, s'ils suivent leur logique, la logique qu'ils ont eue jusqu'ici, c'est qu'ils vont balancer la bande-annonce en même temps que le film, quoi. Je pense. Il est temps de passer à notre grand jeu. Yes. La team Fanzone contre la team internaute. Je suppute que Léa a regardé ma fiche et a essayé de tricher. Non, bon, ça va alors. De toute façon, t'as pas de micro, donc Je ça vous va. rappelle l'idée. On vous pose une question. C'est une question à choix multiple, enfin réponse multiple. Chacun son tour, vous répondez. Le premier qui sèche a perdu. Pour l'instant, nos amis internautes mènent 5-2, ce qui s'appelle une grosse tôle, ce qui s'appelle un PSG Barcelone dans le jargon. Donc là, vous devez un petit peu rattraper ça. Et on va parler, pas forcément de Disney, mais de Pixar. Donc peut-être que ça peut. C'est ça bon, peut, on a ça peut gagné, être il y a- assez simple. il y a Thomas, mais il y a attention, j'ai un Thomas. petit peu corsé les choses. Donc soyez prêts, à vous de votre côté. On va parler des courts-métrages Pixar. Et on va lister ensemble tous les courts-métrages Pixar, mais je veux les titres exacts. Je veux pas, ah ouais, le truc avec la voiture là. Donc on est parti, vous êtes prêts, sachant que le prochain court-métrage Pixar qui ne comptera donc pas dans tout ça, donc vous qui nous regardez, préparez déjà vos réponses. Il y a le film Lou, voilà, qui parlera d'un coffre, d'une sorte de coffre d'objets trouvés dans une cour d'école et qui sera attaché à Cars 3, je crois, cet été, ou à Coco, on ne sait pas encore. Cars 3, Voilà, 3. c'est Cars 3. Donc ça sera le prochain cours, mais on va parler de tous les autres. Et on est parti avec la team Fanzone qui a la parole. Un court-métrage Pixar, c'est parti. Thomas, vas-y. Vacances à Hawaï. C'est le premier court-métrage dédié à Toy Story. Très bien. Frédéric te contrecarre avec le joueur d'échecs. Ok. On peut pas dire qu'il y a des oiseaux. Alors, Piper. Oui, c'est Piper, c'est ça. Piper, très bien vu, qui était avant Dory et qui a Avec remporté les parapluies. l'Oscar Les du meilleur parapluies. court-métrage animé. Et Alors, on attend des... Non, ça a déjà On été a dit, gagné, ça y les est. joueurs d'échecs. Ça y est, vous êtes déjà perdus, nos amis internautes. Qu'est-ce qui se passe? On est encore 15. Hein. Voilà, Piper, ça a déjà été dit. Le joueur d'échecs, ça a déjà été dit. For the Birds. Ça, c'est Alors, c'est le titre original. drôle d'oiseau sur une ligne électrique. Si on veut. Ligne à Waouh. haute tension. À haute tension. Bravo. Attention. Bravo. Donc, j'accorde For the Birds. Donc, maintenant, c'est à vous. Ok, Les donc, parapluies bleus. Le parapluie. Ouais. Le parapluie bleu. Est-ce que c'est le titre exact? Je vérifie, normalement, c'est ça. Hein. Le parapluie bleu qui a été présenté en 2013 avant Monstre Academy. La Luna, nous dit Pablo. Très bonne réponse. Très bon, très bon, très bon. Qui était vraiment magnifique. La Luna qui passait avant Rebelle. Ça date de 2012. Day and Night. Enfin, nuit et jour. Voilà. Ah, jour et nuit. Jour et nuit. pardon. Attention, jour et Ouais. nuit. Effectivement, qui moi est mon petit chouchou, mon petit préféré. Ça date de 2010, avant Toy Story 3. Tom Bu nous dit Saute-mouton. Bien joué. Boundin en version originale, Saute-mouton. Qui, 2004, Les Indestructibles. Luxo Junior. Luxo Junior, l'un des premiers courts-métrages Pixar 1986 qui a donné la lampe et donc le logo de Pixar. Ah, vous êtes fort, vous êtes pas mal, vous êtes pas mal. Non, pour l'instant, Luxo, ça a été dit. Jour-nuit, ça a été dit, Tom. Je suis désolé. Je vous laisse encore quelques secondes, sinon il va y avoir une remontée express. Passage nuageux, nous dit Gauthier. Il est fort. Ah oui, mais je l'avais en plus. Passage nuageux qui est magnifique aussi avec ce qui se passe entre les cigognes et les nuages quand ils amènent les bébés aux humains et aux animaux. Et Passage nuageux était sorti en 2009, c'était avant Là-haut. Alors, je suis pas certain du titre exact. L'aventure d'André et Walibé. Ouh, ça c'est fort. Ça, faut C'est arriver à leur le tout sortir. premier en fait. 1984, le tout premier Pixar. Bravo. Moi, Moi, je dis bravo. j'applaudis. Là, tu vas extraterrien. Ah là là, Tom Bu s'est réveillé. Ça, c'est méchant. Voilà, où un extraterrestre passait le permis d'enlever des humains. Ouais, C'était hilarant. Extraterrien, c'était sorti, je vous le retrouve, 2007 devant Ratatouille. Presto. Presto, bien joué. 2008 devant Wall-E. Ah là là, Là, je commence à sécher un peu. ah là là, ça commence. Ah non, il y a Vincent qui nous a dit Knick Knack.
Oui, bien joué. avec le petit bonhomme de neige dans sa boule à neige. Mais oui. Et c'était en 1989 aussi un des premiers courts Pixar. Alors, il y Comment en a ça est en panique, le Thomas, là? Non, il y en a un qui s'appelle Teen Toy. On a soufflé, mais je l'accorde. Teen Toy, Qui voilà, a inspiré Toy Story. Mais ils voilà. ont Wikipédia, Avec- ça compte pas. Avec des jouets qui se cachent sous le lit, donc ça date de 1988. Mais Tom Bu, qui est fort, a déjà repris la main avec le rêve de Red, Red's Dream, avec l'histoire C'est celui-là que j'avais, j'étais pas sûr du titre. Voilà, d'un petit monocycle ou Ouais. voilà, d'un petit vélo à une roue qui était tout seul dans son magasin. C'était très mélancolique, très beau, et ça datait de 1987, celui-là. Alors. Je sens le non, point non, pour non. nos amis internautes. Il lâche pas l'affaire. On a Mini Buzz, mais je suis pas sûr du titre exact. C'est l'autre court-métrage dédié à Toy Story. C'est vrai, je l'accorde aussi. Mais Gauthier contre, mais ils sont Non, mais forts. lui, Babysitting Jack Jack. Et on a Tyrannosaurus Rex Party, un truc. Mais là, il faut que tu sois plus indulgent sur les titres. Mais c'est le court-métrage de Toy Story sur Rex, en fait. Tu sais où ils sont dans la Moi baignoire. j'avais fait une famille court-métrage Toy Story. Je m'étais pas intéressé au titre, Ah. pour être tout à fait honnête. Bah, en tout cas, non, c'est Partisaurus Rex. Ah voilà, très bien. Mais par contre, Roger a dit l'homme orchestre. Ah ouais, très bien. Ah, Thomas c'est a chaud, trouvé. c'est chaud. Après Thomas, vous êtes trois. Hein. Ce face-à-face tendu. Attends, mais il y en a d'autres. Il va te rester quelques secondes. Il y a Martin et la lumière fantôme. Martin et la lumière fantôme, tout à fait, qui après a donné lieu au Cartoon, qui ensuite était sous la bannière Disney, mais ça c'était Pixar, donc bien joué, je l'accorde. Beach Share nous dit Tips. Alors là, celui-là, faut le connaître. Je pense que tu as fait Wikipédia, mais je te l'accorde. C'est l'histoire d'une chaise longue de piscine. C'est l'une des premières animations de Pixar. Ça date de 86. Non, mais ça compte pas. C'est pas Si, un court-métrage. il est dans ma liste et je l'avais regardé Ok, avant bon, de venir. d'accord. Ça dure une minute. Alors, notre ami le rat qui était dans les bonus de Ratatouille. Bien joué, notre ami le rat. Ah, ça commence à coincer là. Ah si, non, Gauthier nous a dit la nouvelle voiture de Bob. Dis donc, Gauthier. Non, c'est un autre C'est la Gauthier. question que Non, non, je c'est vous un autre posais. Gauthier. Ouais, parce que là, franchement, C'est un autre Gauthier. il a totalement raison. La nouvelle voiture Je crois que nous allons arriver au Vas-y. bout. Thomas, allez, parmi les récents. Un que t'as adoré qui était avant Vice Versa, je te donne un petit indice. Putain, mais... Thomas nous déçoit pas. Lava. Lava, mais oui, voilà. mais oui, mais comment j'ai pas ça? J'ai l'affiche chez moi. Mais je crois que Tom il est fou. Lui il dit Burn E. Et Ouais. ouais, le film Ça, dérivé c'est de Wall-E. horrible. Et là C'est il vous a horrible. tué avec Burn E. Mais Donc ouais. j'ai l'impression qu'on Mais il y va en a s'arrêter. d'autres. J'en ai jamais entendu parler. Ah, il il faut est le voir, super, Burn E. il C'est est que le petit super. robot qui nettoie dans le vaisseau. Oh C'est oui, très très je mignon. regarderai. Et par contre, il faut pas le dire en français. Il faut changer les Parce que règles si de ce on, jeu si on parce le lit, qu'ils peuvent- ça fait Burn avec un E. Si vous le dites en français, ça fait pas un titre de film pour enfants. Je n'en dis pas plus. Voilà. Il faut changer les règles de ce jeu parce que c'est trop facile pour eux. Hein. Ils ont toute la liste et tu vas sur Wikipédia, c'est bon. Mais normalement, ils sont pas Attends. censés tricher. Bah J'espère que ouais, vous mais trichez bon. pas, vous qui nous regardez. Bon, on s'arrête là alors Ah, on ça s'arrête me- sur ça un me 6 saoule à 2. quand même. Ça me saoule. Hein. Non, mais on est fiers de toi, Non, Thomas. mais franchement, tu t'es bien défendu. Ouais. Tu t'es bien défendu. Donc bravo à vous. Voilà, 6 à 2. Voilà, la semaine prochaine, C'est il va chaud, falloir rectifier ça. Qu'est-ce qu'on avait oublié? On en avait fait quand même. On avait fait l'essentiel. Hein. Je regarde s'il manquait pas quelque chose. Ben, je crois qu'on avait tout fait en fait. S'il y avait George et Eiji, court-métrage oui. pas très connu, qui était sur les deux De là-haut. infirmiers de là-haut. Doug en mission spéciale. Film dérivé de là-haut aussi, Aussi. sur l'histoire du chien. La légende de Mort. De Mordoux. Ah oui, ça aussi, c'est De sur Mordoux, qui était Rebelle. avant Rebelle. En gros, qui était un préquel à Rebelle, puisque ça racontait l'histoire de l'ours maléfique. Et je crois et Premier Rendez-vous, Ah, mais oui. voilà, C'est quoi déjà qui Oui. date de 2015. Et Sanjay Oui. et son équipe de super-héros Ah mais oui, qui étaient Oui, devant Sanjay. Arlo. avant Arlo, mais oui. Voilà. Ben, merci à tous pour votre participation. Vous êtes bien défendus, la Team Fanzone, mais c'est un 6-2. Bravo, Voilà. bravo. Il va vraiment falloir rectifier ça. La prochaine fois, je vous donne les réponses en amont. Ah, il va aussi vraiment falloir arrêter d'aller sur Wikipédia. Parce que c'est surtout ça. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Parmi vos prochains rendez-vous, il y aura vendredi prochain Tueur en série live, dans lequel on parlera notamment de This Is Us. This Is Us était la meilleure série de l'année. Et ben, soyez présents vendredi à la pause déjeuner pour en parler. Et soyez présents aujourd'hui sur Allociné. À 16h, il y aura la bande-annonce de Valérian, la nouvelle bande-annonce de Valérian signée Luc Besson. Et un peu plus tard dans la journée, vers 18 ou 19h, la première bande-annonce de Ça, adaptée de Stephen King, et qu'on attend tous beaucoup. On attend tous beaucoup Valérian, mais on avait déjà vu des images. Ça, on est très curieux de voir si le clown fait peur, et selon les premières rumeurs, il fait peur. Et il me reste à vous remercier en plateau. Merci beaucoup pour vos lumières, et même si tu as perdu, Thomas. Merci à vous d'avoir été là. Merci à Claire derrière la caméra, et en régie à Constance, à Morgane et à Julien. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer l'émission. Un salut amical à la rédaction, et puis à la semaine prochaine. À plus. Salut.